Allô Mathilde! Salut Camille! Ça va bien? Oui, ça va toi? Oui, merci. Oui, je suis très contente. Aujourd'hui, on est en tête à tête, juste nous deux, pour un épisode spécial. On a demandé à nos abonnés sur Instagram de nous écrire les pires erreurs de rénovation, de construction. Puis aujourd'hui, on va les lire, puis en même temps, on va vous donner des petits conseils, astuces aussi. On a reçu quelques demandes aussi là, pour des petits conseils, fait qu'on va faire le tour de ça ensemble. Ouais, je pense que ça va être super pertinent, le genre de choses qu'on prend pas des fois le temps de répondre parce qu'on reçoit quand même beaucoup de questions. Fait que là, au moins, vous allez avoir réponse à tout. Et d'ailleurs, là, toutes les questions qu'on a eues, pas les questions, mais les erreurs, pardon, moi, j'ai pas lu celles que Camille a là et elle n'a pas lu les miennes. Donc, ça va être des réactions à chaud sur les erreurs que les gens ont fait. J'ai bien hâte de lire ça. Merci à tous d'avoir participé en grand nombre. On a comme sélectionné... en fait, pas on, mais Marc-Soleil, notre chère fille marketing au bureau, a sélectionné les meilleurs, puis on va en discuter aujourd'hui. Alors, si ça vous intéresse, restez là parce que ça va être, je crois, un très bon épisode. Ouais. Bonne écoute. Camille! Oui. Est-ce que tu veux commencer avec ta première erreur que les gens ont fait dans leur design construction? Donc, première erreur qu'on a reçue, pour des clients que ça semble être leur première rénovation pour un projet de sous-sol. Elle nous dit « Nous avons oublié les prises électriques. » Oh non! Donc, j'imagine qu'ils s'en sont rendus compte trop tard, hein, si c'était une erreur majeure. Donc, probablement que les gyps étaient posés, les joints étaient tirés, peinturés, pas de prise électrique. Ah, mais ça, c'est quand même triste que personne s'en soit rendu compte rapidement là, pour remédier à la situation parce que c'est quand même quelque chose... c'est vraiment plate comme erreur parce que, premièrement, les prises électriques, hein, c'est code, donc il y a quand même des réglementations par rapport à ça qu'il faut respecter. Sinon, c'est pas conforme. Donc, ils ont sûrement pas eu le choix de rappeler un électricien, faire percer les murs, installer les boîtes électriques, faire ficher tous les fils partout. Ouais, c'est quand même une grosse job, là, puis c'est pas pour rien qu'on le fait avant de poser le gyps, là. Fait que... Exactement. Sûrement une erreur de coordination de travaux. D'ailleurs, c'est des choses qu'on a discutées dans l'épisode avec Construction Marc Beaulieu. Oui. Donc, ça coûte cher, des erreurs de coordination comme ça. Ah ouais, mais c'est tellement plate parce que tu peux pas dire « Ah, bon, ben, on le saura pour la prochaine fois. » là. C'est sûr que faut le refaire, comme tu dis, par rapport au code, mais aussi, si tu veux un cinéma maison, ça te prend une prise pour ta télé. Ne serait-ce que charger ton téléphone. Oui, c'est ça, exact. Oh, OK. Ben ça, justement, au niveau des astuces maintenant, comment qu'on pourrait remédier à cette situation-là puis s'assurer que ça n'arrive pas? Ben évidemment, plan électrique. Oui, c'est sûr que nous, c'est un service qu'on offre d'emblée. Là, quand on fait un design, on prévoit toujours un plan électrique. Nous, c'est plus par rapport aux besoins, beaucoup d'éclairage spécifique et tout. Mais c'est sûr qu'avec un professionnel, lui, il va coter de base, il va inclure ce qui est prévu au code. Puis nous, on met tout le temps des petites notes, là, justement, d'inclure les prises électriques du code de base. Là, fait que ça, c'est indiqué sur nos plans. Donc, ça évite quand même d'avoir des erreurs, d'avoir un bon accompagnement. Oui, définitivement. Puis sinon, tu sais, quelqu'un qui ferait pas affaire avec une designer, ben, tu sais, ça peut être pertinent parce que, évidemment, il n'y a aucune chance que vous oubliez de mettre des lumières parce que en cours de chantier, vous allez en avoir besoin. Donc, des fois, peut-être de penser à réfléchir à vos interrupteurs, à vos lumières en même temps que les besoins électriques de la pièce. Ça peut être une belle option aussi pour pas les oublier. Mais c'est une première, ça, quand même. C'est quand même. C'est quand même une première. OK. Moi, j'en ai... en fait, 1/2 parce que elles se ressemblent beaucoup. Puis je pense que c'est quelque chose qui a été super tendance puis que les gens regrettent, mais... c'est mettre de la céramique blanche et le coulis blanc dans la cuisine et l'entrée avec 3 chiens, / mettre des tuiles blanches avec coulis gris pâle à l'entrée. Fait que ça, on l'a reçu à plusieurs reprises. Les choix de céramique. Ouais. C'est quand même un enjeu, je pense. Parce que souvent, puis on le reçoit beaucoup, là, les gens, ils veulent se fier aux tendances. On a vu ça sur Pinterest, c'est tellement beau. Mais ils pensent pas à l'entretien. Non, c'est ça, les gens, autant qu'on a des clients que ça va être comme le point principal, l'entretien, que d'autres qui penseront pas du tout à ça, mais c'est quelque chose, là, au quotidien, tu sais, c'est lourd, là, surtout blanc, avec coulis blanc, ça pardonne pas. Ouais. Puis même si les produits sont quand même mieux qu'avant, un coulis va quand même se détériorer puis va quand même changer de couleur. Il va quand même changer de couleur. Fait que, à moins qu'on veut être tout le temps en train de détacher son coulis à 4 pattes avec une brosse, là, je veux dire, dans l'idéal, on choisit un coulis plus foncé avec une tuile
avec du motif. Avec du motif. Ouais. Mais tu sais, nous, on pousse la réflexion quand même loin, là, parce que quand on fait un projet, souvent, nous, chaque projet, c'est basé quand même sur un client en particulier. Donc, même quand on fait une salle de bain ou quoi que ce soit, là, on regarde tout le temps la couleur des cheveux de nos clients. Est-ce qu'ils ont des animaux? C'est quoi la couleur de leurs cheveux? Tu sais, mettons, nous, là, on est brune quand même assez foncée, là. Fait que c'est sûr que une tuile blanche ou, exemple, moi, dans ma salle de bain, je voulais absolument ça, là. Tu sais, je suis cordonnier mal chaussé, là. Tuile effet béton. Fait aucune texture gris pâle. C'est terrible. Ah ouais, c'est magnifique quand il est bien lavé, mais c'est vraiment terrible parce que toutes les saletés paraissent quand même plates, je trouve. Là, je viens de passer à balayeuse, puis littéralement 5 minutes après, il y a déjà de la saleté. Là, fait que, je pense que les planchers, c'est quelque chose qu'on devrait vraiment considérer hors des tendances. Oui, là, je parle pas peut-être une petite salle d'eau qu'on peut s'éclater puis mettre quelque chose de très funky, mais tout ce qui est entrée, cuisine, salle de bain principale, je pense que ça devrait être réfléchi d'avoir beaucoup de texture, à moins que, comme je dis, ça vous dérange pas de nettoyer tout le temps, mais on a la preuve ici que les gens disent que c'est une erreur, surtout avec des animaux, là, c'est quand même... Tu sais, par chance, aujourd'hui, tu sais, les joints de coulis, c'est vraiment plus moins qu'avant. Tu sais, avant, on était plus comme dans... Il y en a des maisons qu'on fait quasiment un demi-pouce, là, tu sais, c'est super épais, mais là, aujourd'hui, on est dans le 1,8, même des fois le 1,16, fait que, tu sais, au moins, ça pardonne un petit peu plus, mais tu sais, même moi, encore, cordonnier mal chaussé, dans ma cuisine, je voulais un look un peu plus seamless, fait que j'ai dit, ah non, tu sais, ma céramique est gris pâle, je vais mettre un coulis gris pâle, mais tu sais, veux pas, où est-ce qu'il y a le four, où est-ce qu'il y a l'évier, c'est des stations où on est toujours en train de travailler, donc le coulis va foncer à ces endroits-là. Ouais, puis pas aux autres endroits. Pas aux autres endroits, c'est moins uniforme, fait que tu sais... Peut-être qu'au départ, t'aurais dû mettre un coulis qui est légèrement plus foncé, qui va venir faire comme un petit contraste dans la tuile. Exemple, tu voulais absolument cette tuile-là, mais au moins, il serait uniforme partout. Il serait pas juste foncé aux endroits. Il y a moyen de le faire revenir et tout, mais c'est quand même difficile. Puis, tu sais, d'ailleurs, on l'a vu, là, des clients qui ont refait leur coulis complet. Là, tu mets du dissolvant, tu grattes, t'enlèves tout, puis tu le refais. C'est quand même un gros travail. Ou, tu sais, on a un projet qu'on fait en ce moment qui est en train de se réaliser que la maison, elle a été conçue entièrement avec des planchers chauffants en céramique, puis c'est des grosses tuiles 24-24 blanches, unies, aucune texture lustrée. Mais tu sais, un plancher chauffant, c'est dispendieux. Vraiment. Quand on peut pas enlever la tuile et garder le plancher chauffant, si on veut conserver un plancher chauffant et enlever le plancher, il faut tout enlever et repartir à neuf. À moins que ça soit un glycol. À moins que ce soit au glycol dans une dalle de béton, là. Mais là, c'était pas le cas ici. Donc, pour les clients, c'était beaucoup trop coûteux. Donc là, on a travaillé alentour de tout ça avec la tuile existante, mais veux pas, ils vont toujours être pris avec leur tuile 24-24 blanche. Blanc uni. Imaginez-vous. Mais, tu sais... Par chance, on a réussi à rendre ça va tellement être beau, là. Ça va être super beau, là. Mais... on est en cours en ce moment, mais, tu sais, blanc uni, aucune texture avec coulis blanc, tout le rez-de-chaussée. Oui. Puis là, ils ont des jeunes enfants, des animaux. Fait que... Mais, tu sais, on a mis des grands tapis. Pour vrai, ça va être vraiment beau. Je pense qu'on a réussi à travailler quelque chose de vraiment super intéressant. Vous resterez à l'affût, là, dans les prochaines... je dirais peut-être prochain mois là, pour la réalisation, mais l'avant-après va être quand même assez extraordinaire. Là. Oui, tout à fait. Fait que, ça, c'est quand même intéressant. Puis, je veux juste dire un peu dans la même veine, parce qu'on est un peu dans ça. J'ai reçu comme un autre commentaire qui était « Mauvais coulis dans ma salle de bain. La vendeuse m'a répondu « Eh bien, peinture lait. » Oh! C'est sûr que niveau service à la clientèle, on n'est pas dans quelque chose de très proactif. Je pense pas, là. Service client, non, idéalement pas dans une douche, là. Il y a des gens qui le font peinturer leur céramique dans des salles de bain ou des cuisines ou quoi que ce soit. Autant la tuile que le coulis, mais c'est un peu expérimental, là. Les gens prennent de la peinture à patio. C'est très DIY, c'est très DIY. Surtout une douche, on recommande pas. Premièrement, ce que les fournisseurs de céramique nous expliquent, c'est que le coulis de base, c'est assez poreux, hein? Ça laisse passer un petit peu l'eau. Il y a des compagnies qui recommandent même plus le coulis à l'époxy dans les douches. Parce que beaucoup quand même. Oui, beaucoup. Parce que s'il y a un petit peu d'humidité qui va en arrière des tuiles, ben il n'y a pas moyen de l'évacuer. Fait que ça va pourrir en arrière. Puis il y a même des tuiles qui peuvent décoller et tomber. Donc, les fabricants maintenant recommandent un coulis standard parce que ça permet l'eau, si jamais il y a de l'humidité derrière les tuiles, de s'évacuer par le coulis, justement. Donc, si on vient peinturer, ben ça, on a le même effet que l'époxy. Finalement, on vient sceller entièrement la tuile dans la douche. Donc, plus de risque de pourriture. Oui, puis ça me fait penser, ben justement, vu que tu l'as dit qu'il y a des gens qui peinturent leur
leurs tuiles et leurs coulis. Je pense que ça peut être une astuce quand même intéressant, mais on ne l'a jamais faite. Mais j'ai vu que beaucoup de monde le font, le micro-béton. Oui. Ils recouvrent leur comptoir ou même leur douche, céramique de douche et tout ça avec du micro-béton. On en a déjà parlé dans la saison 2, mais de chez Finitech. Oui. Ça, on l'utilise beaucoup sur des revêtements de foyer ou des murs qu'on veut donner un peu cet aspect-là. Des hottes de cuisine. Oui, c'est ça, c'est vraiment beau. Vous pourriez aller voir sur le site, là, mais pour vrai, ça peut quand même être magique. Là. Des fois, les gens qui veulent pas changer complètement leur salle de bain, mais qui voudraient juste, ou même leur comptoir, c'est ça, qui voudraient juste se redonner rafraîchir, en fait. Quand même une belle astuce, je pense, puis c'est résistant à l'eau. Fait que, on peut autant le mettre dans les douches que sur des comptoirs, comme je disais, même des planchers, j'ai vu sur leur site qui avaient fait ça, là, oui, avec c'est très actuel, là, ça vient chercher le look un peu de la peinture à la chaux que tout le monde aime. Fait que ça peut faire une belle continuité dans une salle de bain, ça vient vraiment moderniser. Puis, il faut juste s'assurer, ils vendent un scellant là, qu'on applique sur le micro-béton au niveau des douches. Ça vient imperméabiliser. Là, c'est important de le mettre si on veut faire une douche comme ça. Mais ça peut être une astuce intéressante si on veut pas tout enlever la céramique. Oui, exact. Puis, tu sais, je sais pas à quel point, par exemple, c'est une astuce à long terme. Là. Non, probablement pas. Je pense que c'est comme je dis, pour rafraîchir sur 3 à 5 ans, genre maximum. Oui, exactement, là, mais... moi aussi. Parce que, tu sais, au niveau de l'entretien, ça reste du micro-béton. Fait que... c'est plus difficile à nettoyer un petit peu l'accumulation de savon et tout ça. Ouais. Mais si on n'est pas prêt à... Parce que souvent, une tuile, on rénove une salle de bain, c'est pas évident d'enlever la céramique sans enlever tout le pourtour du bain en gyps. Là. Souvent, on repart à neuf, on se remet sur les studs. Oui, c'est ça, exact. C'est une grosse réno quand même. Là. Mm-hmm. OK. Prochaine erreur de construction qu'on a reçue, ça, c'est majeur. Et là, on tombe vraiment dans un début de projet. C'est d'ailleurs, pour la nommer, notre collègue, on va l'appeler designer, Kim Bradette. Ah, allô, Kim! Allô, Kim! Donc, lors de sa construction de maison, elle nous dit croire qu'il n'y aurait pas de roc sur le terrain, comme l'analyse de sol ne le démontrait pas. Entre parenthèses, $. Donc, eux, ce qui est arrivé, c'est que malheureusement, l'analyse de sol était peut-être pas faite assez profonde ou quoi que ce soit, ou en surface. Donc, ils n'ont pas vu qu'à seulement quelques pieds sous terre, il y avait une belle surface de roc. Donc, dynamitage, enlever tout ça, sortir le matériel, faire envoyer ça par camion et tout. OK, fait que c'est des énormes coûts parce que, tu sais, moi, niveau terrain, tout ça, construction de maison, c'est plus toi qui es spécialisé là-dedans vu que tu as la formation en technologue en architecture. Mais, c'est pour monsieur, madame, tout le monde, c'est quoi que ça représente quand tu trouves du roc sur ton terrain? C'est que tu peux pas construire là-dessus? Tu peux construire là-dessus parce qu'en fait, le roc, c'est la matière la plus... faut le faire tester par un ingénieur. Là. Les autres font des tests par rapport à ça. Okay. Mais normalement, c'est le sol avec une bonne capacité portante là, pour asseoir une maison. C'est juste que s'il est haut, puis qu'on avait prévu un sous-sol qu'il faut creuser 5-6 pieds sous terre. Pas comme dans la terre, mettons. Là. C'est ça, c'est qu'il faut faire dynamiter puis aller chercher la profondeur qu'on a besoin. Sinon, c'est de complètement changer l'horizon de projet puis s'asseoir sur le roc, peut-être pas avoir de sous-sol, mais encore là, c'est qu'on a quand même des règles dans les municipalités que la semelle, il faut qu'elle soit protégée du gel. Fait que ça engendre beaucoup de choses. Fait que si on est sur le roc, qu'on n'a pas le choix là, de dynamiter, c'est ça. Ça engendre quand même des coûts. Mais tu sais, pour n'importe qui s'achète un terrain, il y a des tests de sol à faire. Faut juste s'assurer que la personne, on appelle ça une carotte, là, ils vont aller chercher une carotte dans le sol, qui aille chercher vraiment une bonne profondeur. Tu sais, pas juste quelques pieds de surface, qui fasse son analyse au complet. Puis en même temps, dans les mêmes tests, ils vont regarder la nappe phréatique est à quelle hauteur, parce que ça aussi, ça peut apporter quand même d'autres points importants là, pour la conception de la maison. Si on a une nappe phréatique super haute, c'est peut-être pas le temps de se creuser un beau gros sous-sol. C'est quoi exactement une nappe phréatique? C'est quoi que ça l'engendre comme enjeu? Dans le fond, c'est une couche d'eau naturelle qu'on trouve sous la terre, mais dépendamment de l'emplacement qu'on est, il y a des places que la nappe phréatique va être à quasiment 2-3 pieds sous le niveau du sol, d'autres places qui vont être super profondes. Fait que ça peut jouer par rapport au sous-sol pour de l'infiltration d'eau. Exactement. Puis, ça va demander peut-être une pompe submersible au sous-sol ou certains ajustements. Ça, on est capable de savoir ça avec des tests de sol. Bon, dans ce cas-ci, on n'a vraiment pas été chanceux, je pense, là, mais... tu sais, honnêtement, c'est quand même rare qu'on a à changer un projet au complet à cause d'une donnée qui arriverait
sur le tard comme ça. Souvent, des clients qui font affaire avec un promoteur ou quoi que ce soit, les gens connaissent les secteurs dans quoi ils achètent les terrains. Ouais. C'est un développement complet. L'entrepreneur, il a toutes les informations. OK. Fait que, tu sais, dans des cas comme ça, souvent, les clients sont bien accompagnés, ils ont les informations nécessaires. Puis, si c'est pas le cas, ben de toute façon, les municipalités vont demander les tests. Les clients n'auront pas le choix là, de faire des tests de sol. Exactement. Ouais, ben je pense que n'importe qui achète un terrain qui est un terrain un peu pas dans un secteur domiciliaire, comme tu dis, je pense que ça vient de base de faire un test de sol là, pour être sûr de ne pas être... C'est quelqu'un qui veut se construire un chalet en montagne, qui est un peu isolé, quoi que ce soit, ben c'est important de faire tester. Ouais. Surtout qu'en montagne, c'est là qu'il va y avoir souvent des enjeux de rock quand même assez importants. Okay. Là, on a quand même 2 projets qui se construisent prochainement, qu'on a conçu les plans, que les clients sont dans le rock, dans une montagne, puis ils font dynamiter. C'est des gros projets, mais les clients, la vue va valoir la peine. Oui, c'est ça. Souvent, si on veut quelque chose de unique et quand même extraordinaire. Mais tu sais, quelqu'un qui achète un terrain dans un petit quartier résidentiel qui est resté un terrain à vendre. Oui, c'est ça. Il ne devrait pas avoir de problème. Il n'y aura pas de problème. Général, OK. Ah, ben c'est intéressant quand même de savoir parce que je sais que les gens ont quand même beaucoup de questions par rapport au terrain. Puis c'est quand même un gros enjeu aussi, je trouve, chercher un terrain. Là, puis on en parle quand même vraiment souvent. Là, mais... Puis tu sais, quelque chose à ne pas négliger, outre ça, par rapport au terrain, c'est l'orientation, tu sais, du soleil. On en parle, mais ça coûte cher quand même un terrain, un projet de construction. C'est quand même assez... c'est un bon investissement. Fait que pour quelqu'un qui prend à cœur son ensoleillement dans la maison, à regarder là, où se trouve le lever du soleil, le coucher du soleil, c'est une information vraiment à prendre au début, avant d'acheter. Sinon, nous, c'est une information qu'on prend tout le temps en compte là, en conception de plan. C'est une des premières questions qu'on pose qu'on valide du moins là, en ayant le plan du client. Puis nous, on conçoit la maison en fonction de ça. Fait qu'on essaie toujours de donner le plus de luminosité au client. Mais moi, c'est sûr que c'est quelque chose que je regarderais, dans mes priorités, l'orientation. Ah, définitivement. Moi aussi, c'est vraiment important. Mais tu sais, des fois, c'est qu'il y a tellement pas de choix que tu fais avec aussi ce qui est disponible. Là. Fait que tu dis, on va travailler avec ça, autour de ça. Ça peut être intéressant. Là, je pense notamment à la maison à Justine Brouillette qu'on a reçue, épisode 1. Ben, je dis épisode 1, mais en fait, ça va être la suite des autres épisodes. Mais épisode 1 de la saison 3, elle a une orientation qui est comme souvent qu'on aime moins, mais tu sais, tout le sud est à l'avant de la maison. Mais Jen, elle a conçu une maison où est-ce que vraiment toute la lumière se retrouve à l'avant, puis tu sais, ça fait toute la différence. À chaque fois que je vais manger le séjour, ils sont toutes placées en conséquence. En conséquence du soleil, puis pour vrai, tu sais, c'est sûr qu'elle a moins de vue sur sa cour. Fait que tu sais, quand elle cuisine, tout ça, elle n'a pas une vue sur l'arrière de la maison, des fois qui peut être tannant pour certains clients, mais en même temps, tout ce qu'elle profite, parce que souvent, de l'extérieur, on en profite moins l'hiver. C'est là qu'on veut le plus de lumière. Fait que, il y a quand même ce côté-là qui est super pertinent aussi. Fait que, effectivement, très important à regarder quand on fait l'achat d'un terrain. Tout à fait. Alors, moi, mon autre erreur, ça, c'est quand même vraiment triste. Là. Je suis comme... j'en ai 2, en fait, qui sont, encore une fois, dans la même ligne. Alors, une personne nous dit... Donner un dépôt, parenthèse, une bonne somme d'argent à une compagnie d'armoires qui a fait faillite 4 jours après. Non. Et dans la même lignée, ah non, ben attends, on peut discuter de ça, là, parce mais... que nous, c'est quand même un cas assez frais, là, quand même, mais en Mauricie. Honnêtement, je me demande... Je crois que cette personne-là est en Mauricie. Fait que, ça se pourrait, parce qu'on a quand même une entreprise avec qui on faisait affaire fréquemment, malheureusement, en Mauricie, qui a malheureusement fait faillite. Donc, c'est arrivé à certains de nos clients et plein d'autres personnes, justement, dans des cas comme ça, effectivement, on perd le dépôt. Souvent, c'est quand même des montants assez importants. Puis c'est plate parce que, à part si il y a des cas de bouche à oreille, tu sais... tu peux pas être au courant, vraiment. Tu peux pas vraiment être au courant tant que ça d'une faillite. T'sais, souvent, les entreprises vont travailler fort pour s'en sortir avant de se rendre là. T'sais, là, en plus, t'as une entreprise, je pense qu'ils ont vraiment essayé de... C'est ça, de... Ben, puis tu sais, même nous... On l'a pas vu venir, là. Non, c'est ça. On travaillait quand même. On signait des contrats. Dossiers, c'est ça. On signait plein de projets avec eux. Donc, on voyait pas ça venir du tout. Mais malheureusement, c'est ça. En construction. Ben, c'est que, tu sais, en construction, ça peut
ça peut aller vite, là. Ouais. Tu sais, des projets, tu te dis, ben ça peut aller vite dans les deux sens, dans le sens que autant qu'une entreprise peut faire beaucoup d'argent, ben pas facilement, mais rapidement, en fait, que autant elle peut en perdre extrêmement rapidement. Extrêmement cher. C'est ça. Puis c'est souvent les entreprises qui doivent assumer certaines erreurs. Fait que des fois, c'est difficile de se relever d'un projet qui a mal été. Puis, par exemple, ce qu'on peut dire, c'est que oui, ça va vite la construction, puis oui, toutes les entreprises veulent signer des contrats. Puis, tu sais, on travaille avec plein d'ébénistes qui ont vraiment un bel accompagnement avec nos clients, justement pour mener à la signature du contrat. Mais une entreprise qui veut signer trop rapidement, ça peut être quand même un bon drapeau rouge aussi, là, parce qu'ils veulent signer, ils veulent leur dépôt parce qu'ils essayent d'accumuler certaines sommes. Oui, c'est ça. Quand on se sent pressé, il faut quand même se fier à notre instinct. Là. C'est peut-être une entreprise qui a faim. Là. Ben, définitivement, je pense que c'est un bon conseil quand même parce que c'est ça, bouche à oreille quand c'est des gros montants. Mais tu sais, encore là, comme je dis, on peut pas le savoir tant d'avance. Fait que des fois, c'est difficile. Mais ouais, c'est sûr que c'est vraiment plate parce qu'il n'y a pas vraiment de recours à la faillite, là. Non. Fait que je vais le dire tout de suite, vu qu'on est là-dedans, mais dans la même ligne, une autre personne nous a dit un entrepreneur malhonnête qui nous a volé 8 000 $ pour la rénovation de notre patio. Fait que tu sais, on est comme dans la même ligne, mais je trouve que faillite et malhonnête, c'est vraiment pas la même affaire, là. Dans le sens que faillite, je pense qu'ils peuvent avoir des bonnes intentions de s'en sortir, puis tu sais, de se dire, OK, ben on a re-signé un autre contrat, mais c'est qu'à un moment donné, ils peuvent plus subvenir. Mais là, dans ce cas-ci, c'est un entrepreneur malhonnête qui c'est peut-être juste comme sauver avec l'argent, là. Oui, c'est plate parce que ça, il y en a un puis un autre, puis c'est difficile de le savoir parce que des fois, ça peut être quelqu'un qui a l'air d'avoir beaucoup d'expérience, puis il va être disponible, puis tout ça, donc c'est difficile de faire la distinction, mais on en a quand même un petit peu parlé aussi avec William et Christopher dans l'épisode avec Construire Beaulieu, comment se protéger de ça, puis il disait, tu sais, justement, les entrepreneurs qualifiés font partie d'un plan de garantie, sont inscrits. On peut voir tout sur Internet, les projets qu'ils font. Puis si jamais il y a des plaintes ou quoi que ce soit, c'est tout répertorié aussi. Puis ces entrepreneurs-là, souvent, font aussi des projets de rénovation à plus petite échelle. Fait que, tu sais, des fois, oui, tu vas payer plus cher d'engager un entrepreneur que certifié puis que tu es sûr qu'il est qualifié pour faire ces travaux-là, mais en même temps, tu es sûr que ton dépôt sera pas perdu puis que le gars sera pas en train de boire un petit verre au Mexique avec ton argent. Là. Ben, j'aime la référence. Mais effectivement, parce que, tu sais, des fois, ben, en fait, moi, je pense que c'est pas tout le temps bon de prendre le plus bas soumissionnaire. Non. Tu sais, fait que c'est pas parce que, exemple, pour le patio, je sais pas, t'as fait faire 3 soumissions, il y en a un qui était 8 000, justement, l'autre qui était 10, puis l'autre qui était 10 500, genre. Tu sais, ça vaut pas dire que c'est une bonne idée de prendre celui qui est à 8 000, parce que des fois, il y a des raisons aussi à ça. Fait que, tu sais, de s'informer peut-être un petit peu plus. Encore une fois, demander les références. Puis, ben, tu sais, dans les entrepreneurs, c'est ça, comme Camille elle a dit, de voir qui peut, ben, juste de s'assurer qu'il y a une bonne réputation, dans le fond, là, ça peut être quand même bien. Puis, ouais, c'est sûr que c'est vraiment, vraiment poche. Ce qui est dommage et en même temps encourageant, c'est que, malheureusement, au Québec, en général, on parle beaucoup plus du négatif que du positif. Donc, en posant des questions, ben c'est sûr que ceux qui ont des mauvaises expériences ils vont le dire haut et fort. Ils vont le dire haut et fort, on l'entend. Fait que tu sais, je pense que c'est vraiment juste important, c'est ça, de sonder les gens, poser des questions, puis honnêtement, les mauvaises réputations, là, on les entend, on en connaît. Ouais, puis ce que moi je trouve plate, c'est que, tu sais, comme la personne qui nous a dit qu'elle a donné un dépôt, c'est que, tu sais, mettons, même nous, on demande un dépôt, là. Tu sais, fait que c'est comme quand même courant comme façon de faire dans toutes les entreprises de demander un dépôt. Fait que, tu sais, il faut pas être non plus trop restreint. C'est ça le mot que je veux dire? Pas restreint, mais réticent, pardon, à donner des dépôts parce que, veut pas, tout le monde a besoin d'avoir une garantie avant de débuter un travail. Puis, c'est la même chose pour nous. Surtout pour des gros projets ou des gros frais. Ouais, c'est ça. C'est une manière pour toutes les entreprises de se protéger puis de montrer le sérieux du client aussi, là, s'il veut vraiment aller de l'avant ou si on est en train de perdre notre temps. C'est ça, exactement. Fait que, mais tu sais, des histoires comme ça, c'est quand même plutôt rare que ça l'arrive, honnêtement, là, mais bref, faites attention quand même à ce niveau-là. C'est pour ça que nous, on est tout le temps
vraiment contente de donner des références à nos clients quand ils nous demandent pour des entrepreneurs. Puis quand on a des bonnes expériences, on réfère. Puis des fois, si on a des mauvaises expériences, on réfère plus. Malheureusement, c'est ça aussi c'est l'expérience malheureusement qui rentre en ligne de compte là-dedans. Petite erreur de construction cocasse. Ça dit, nous avons peint les murs de notre salon 3 fois avant de trouver la bonne couleur de vert. Ah oui. Et ça, d'ailleurs, je la salue, c'est ma marraine Josée. Bonjour, Josée. Oui, dans le fond, la peinture, c'est vraiment touché. Puis, tu sais, même en tant que designer, c'est difficile parce que tout joue sur une couleur de peinture. Puis là, dans ce cas-ci, elle avait vraiment hâte de peinturer là, ses jours tout en vert, là, plafond plein de Oh my moulures. God! Tu nous as pas montré ça? Tout est vert, ouais, c'est vraiment beau. Okay. Et d'ailleurs, elle a vraiment beaucoup de beaux commentaires. Tous les gens qui viennent dans sa maison trippent. Ben, ça crée une ambiance moody. On aime ça. D'ailleurs, notre background. Ouais. Mais elle m'a pas attendu. Elle voulait choisir la couleur par elle-même. OK. Donc, la 3e fois fut la bonne. C'est moi qui l'ai choisie. Bravo, Camille! Ben, tu sais, la preuve, des fois que... Parce que des fois, c'est des petites teintes à l'intérieur du verre. Tu sais, des fois, il va sortir plus bleu, d'autres fois, il va sortir plus jaune. Mais c'est aussi l'éclairage et l'éclairage vraiment propice à chaque résidence. Tu sais, comme nous, dans un projet, là, on va spécifier tout le temps nos codes de couleurs, mais on les choisit... Exemple au bureau ou en boutique, mais on dit tout le temps aux clients, quand la pièce va être en réno ou en une construction neuve, on va revalider sur place parce que avec la carte, même juste le carton d'échantillon, avec l'éclairage qu'il y a dans la pièce, ça peut vraiment changer du tout au tout. Puis là, c'est ça, c'est qu'on est dans une maison où il n'y a pas beaucoup de luminosité, il y a beaucoup d'arbres, c'est pas des grandes fenêtres, donc la maison reste quand même sombre à longueur d'année. Donc, un verre qui a l'air de ça en boutique paraissait quasiment noir dans le salon. Donc, il fallait vraiment choisir comme, au pire, 4 teintes plus basses pour cette pièce-là. C'est ça, puis sûrement qu'au magasin, elle trouvait que c'était trop pâle, justement, puis elle se disait « Ah, c'est pas le look que je veux », mais oui, c'est full important de le regarder dans sa pièce, puis ça m'amène, d'ailleurs, on a fait une vidéo récemment, ben là, ça va peut-être faire quelques semaines, mois, là, déjà, quand le podcast va sortir, mais vous irez voir sur notre Instagram ou sur notre TikTok, on a une vidéo par rapport aux couleurs de blanc, aux teintes de blanc. Fait qu'on en a comme testé 3 qui sont nos plus populaires, nos préférés, pour vous montrer la différence des teintes. Puis on donne comme des petites astuces aussi. Fait que, là, on a fait pour les blancs, mais je pense que ça peut être refait pour n'importe quelle couleur. Puis surtout que là, si c'était tous les murs avec le plafond, peut-être d'aller acheter des petits échantillons de peinture qui ça coûte, je pense, 6,99 par pot. C'est tout petit, c'est juste pour faire des tests puis de faire plusieurs tests au mur. C'est encore mieux que les petits cartons. Oui, ça demande un petit peu plus d'implication, mais je pense que si on veut pas se tromper, c'est vraiment un must de faire ça. Là. Exactement. Puis d'ailleurs, par rapport aux conseils et astuces qu'on se fait tout le temps demander, on avait la question comment bien choisir la couleur de peinture. Donc ça, c'est vraiment, ça résume bien l'astuce qu'on vous donnerait en général, c'est d'aller de l'avant avec les échantillons, puis prendre le temps de faire les tests dans votre pièce à vous, puis de superposer vos trucs. Par exemple, vous avez une cuisine avec toutes des armoires blanches, un comptoir qui tire sur le blanc aussi. Mais, vraiment faire les tests près de ces éléments-là parce que votre blanc superposé aux armoires, c'est un gros enjeu quand même. Fait que prendre le temps de faire les tests dans votre pièce. Oui, vraiment. Sinon, dans la même ligne, un petit peu de questions, les gens nous demandent tout le temps, autant au niveau de la couleur qu'au niveau du fini, est-ce qu'on doit mettre le même blanc sur les plinthes, les moulures et les portes que sur les murs? Tu vois, cette question-là, moi, je l'avais pas anticipée quand on a publié notre vidéo sur les blancs. Je me suis dit, oh mon Dieu, là, ils vont arrêter de me poser la question, quelle couleur de blanc mettre? Puis finalement, ça l'a soulevé, genre, 360 millions de questions supplémentaires, dont celle-là que tout le monde nous demande. Règle générale, pour le blanc, oui. Ouais, moi, on met la même couleur partout, même plafond, porte, moulure, tout quand on est dans le blanc. Mais c'est le fini qui va être différent. Donc, on a un fini pour les murs, un fini pour le plafond, puis un fini pour tout ce qui est porte et moulure. Tout simplement parce que porte et moulure, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup sollicité. On passe la balayeuse, on passe la mop, on accroche les moulures, on touche les portes, fait que ça, il faut vraiment que ce soit un fini un petit peu plus lustré, qui est fait pour ça. Donc là, ça se lave super bien. Puis en même temps, on veut pas avoir un clash de blanc. Donc, c'est pour ça qu'on met la même couleur partout. Puis, tu sais, de plus en plus, on le voit beaucoup, même avec les couleurs plus soutenues, comme dans l'exemple de la pièce verte. On a mis toutes les plinthes
toutes les moulures, le vert aussi, ça crée vraiment quelque chose d'un petit peu plus doux, plus uniforme aussi. Ça fait très... il y a moins de contraste, peut-être. Moins de contraste parce que la découpe des moulures, c'est quand même assez prononcé. Ouais. Des fois, c'est un look qu'on veut aller chercher, puis c'est parfait. Mais ça peut être intéressant de mettre la même couleur vraiment là, dans l'ensemble. Mais encore là, ça dépend du design. Fait que, il n'y a pas de réponse universelle. Il y a même des projets où ça va être le contraire. On va mettre les murs blancs. Puis les moulures portent plus un petit beige grès. Ouais, ça fait super beau aussi. Ça fait super beau, ça fait chaleureux. Donc, ça dépend du look qu'on va aller chercher. Définitivement. Dis-moi, est-ce qu'il te restait encore des erreurs, toi, ou tu avais fini? Oui. Okay. J'ai des erreurs. J'ai des erreurs. On me dit ici, chute à linge alignée en plein milieu du mur du sous-sol d'une division au sous-sol. Fait que là, je sais pas dans quel ordre ça a été fait parce que la division du sol n'est pas faite pour le moment. Fait que je pense que peut-être qu'au plan, il y avait un plan de sous-sol, puis ils se sont rendus compte après la construction qu'ils pourront pas faire le plan. Ça fonctionnera pas parce que la chute à linge a été mise où qu'un mur était censé être prévu. Ce qui est une erreur qui me surprend quand même beaucoup en tant que technologue là, qui fait des plans à longueur de journée. Parce que, veux pas, la superposition de plans, c'est vraiment important là, de valider tes informations entre ton rez-de-chaussée, ton étage, ton sous-sol, voir que tout est bien prévu. C'est sûr que la chute à linge, ça peut être un petit peu touché parce que ce qui arrive, c'est que même en conception de plan ou quoi que ce soit, la chute à linge va être placée entre des poutrelles de plancher. Et le plan de poutrelle, ben il y en a pas, tu sais, c'est les fabricants de structures. Des fois, ils le font un peu sur chantier. Ils font un peu sur chantier, selon approximativement au plan. Fait que, est-ce que c'est ça qui est arrivé dans ce cas-là? Ils ne pouvaient pas la mettre exactement où ce qui était au plan à cause d'une poutrelle. Ils l'ont tassé, mais finalement, au sous-sol, il y avait un mur de prévu. Mais tu sais, ça, c'est tous des trucs de coordination qui peuvent arriver. C'est une erreur plate pareille. Autant que des fois, dans des projets, on avait prévu quelque chose, mais finalement, il y a une poutrelle où on avait mis la toilette, tu sais. Il faut se décaler. Ouais, c'est ça. Le bain aussi. Là, ça arrive quand même souvent, effectivement, mais dommage. Ouais, Vous pourrez nous appeler pour faire des nouveaux plans de sous-sol, quoi. Exactement. Sinon, l'autre erreur que j'avais, fenêtre d'entrée à la mauvaise place parce que je trouvais ça plus beau sans nous aviser. Ah oui, donc, OK. Oui. OK, fait que les gens sur chantier, ils ont décidé qu'ils revoyaient le design, là. Oui! Hey, ça arrive souvent, ça. Oui. Ça arrive très souvent, là, de comme, ils nous appellent pas puis ils décident de changer un choix qu'on a fait parce que, selon eux, sur chantier, ils trouvaient ça plus beau. Mais mais vous êtes qui pour faire ça? C'est illégal. C'est illégal. Inacceptable. On travaille avec certains entrepreneurs, là, que je vous jure, il n'y aura pas une décision qui va être prise sans notre consentement. Exactement. On se fait appeler des fois là, pour des trucs, puis en même temps, à chaque fois, on se dit, on aime tellement mieux qu'ils nous appellent que de faire à leur tête, parce que, tu sais, autant que ils peuvent être super bons en finition ou dans n'importe quoi, mais au niveau des couleurs puis de l'agencement, ben c'est nous, tu sais, qui a le dernier mot. Ouais, puis même, des fois, de l'ergonomie, là, tu sais, dans le sens que là, la personne a dit qu'ils ont déplacé la fenêtre parce qu'ils trouvaient ça plus beau. Mais mettons que moi, j'avais voulu mettre un meuble à cet emplacement-là. Ouais, un beau eux, ils savent pas, là, tu sais, comme, pourquoi? Ouais, non, ça, c'est... Ben ça, c'est une des importances aussi, tu sais, d'aller visiter son chantier en cours de chantier parce que, en tant que client, tu sais, si vous êtes impliqué dans votre projet, je pense que c'est vraiment important d'aller visiter quand même plusieurs reprises, là. Tout à fait. Juste de s'assurer, tu sais, pas obligé de sortir votre tape, mais à l'œil, vous allez le voir tout de suite. Est-ce que c'est sensiblement à la bonne place, c'est-tu ce que je veux? Juste pour s'assurer, c'est ça, que c'est la bonne chose qui a été faite. Parce que autant que ça peut être des erreurs, que des fois, ça peut être justement parce que monsieur ou madame, là, ça lui tentait de changer de place parce qu'il trouvait ça plus beau, là, tu sais. À l'aide. À l'aide. Moi, j'en ai une dernière OK. Qui, selon moi, c'est la meilleure. OK, mon Dieu. Non, mais ça me fait tellement rire quand j'ai lu ça. Laissez mon mari choisir la peinture pour tout le rez-de-chaussée. Ah oui, OK. Ça c'est une erreur majeure. Oui, c'est ça, dans le fond. Ben, fait que c'est madame qui écrivait puis qui disait aller laisser son mari aller chercher, choisir, en fait, la peinture. Ça m'a fait bien rire parce que, autant que des fois, tu sais, honnêtement, il y en a des gars qui sont vraiment bons, là, mais, tu sais, une couleur de peinture, ça, comme on a dit tantôt, ça ne se choisit pas sur le coin d'une table. Tu sais, parce que, honnêtement, peinturer, c'est tout qu'une job, là. Des fois, les gens sont genre, c'est facile peinturer, mais quand il y a plein de meubles, puis que, tu sais, qu'il y a plein de choses, faut tout, tu désinstalles tes pôles à rideaux, puis tu sais, c'est quand même une job, là. Fait que de
laisser quelqu'un choisir sans consentement. Des fois, c'est bien d'être 2-3 têtes là, à réfléchir à qu'est-ce qu'on met comme couleur. Fait que ouais, ça m'a fait vraiment bien rire à ne pas répéter à la maison, quoi. Non! Autant qu'on a des clients que monsieur, madame sont autant impliqués, mais majoritairement, là... Ben, en fait, tu sais, c'est pas qu'ils sont pas nécessairement impliqués ou quoi, mais pour vrai, c'est dur, là, une couleur de peinture. Tu peux pas choisir ça en claquant des doigts puis dire « Oh, au magasin, elle me semble bien », même pas retourner voir chez vous, tu sais. C'est quand même intense. Quand même intense. Ici, on me dit que ils ont dû avancer le mur, probablement le souffler pour passer les tuyaux au sous-sol parce que ça n'avait pas été prévu au plan, ce qui changeait toute la disposition. Mais ça, c'est quelque chose qui arrive quand même souvent, qu'on doit souffler des murs pour passer de la plomberie puis que ça change l'ergonomie. Dans le fond, tout ce qui est plomberie, on peut pas passer ça dans un mur extérieur. Fait que, tu sais, là, probablement qu'il y avait un enjeu d'isolation ou quoi que ce soit. Fait que ça change les plans. D'une douche, on fait un soufflage de 4 pouces, on revoit un petit peu les trucs. Si on veut mettre un robinet mural, fait que si l'erreur, ça n'avait pas été prévu au plan là, de souffler les murs, malheureusement, pour passer la plomberie. Puis les murs étaient déjà fermés. Là, fait qu'ils ont dû ouvrir le J-Proc, resouffler. Ouais. Ben ça, c'est le genre d'erreur que, pour vrai, il faut comme le savoir. Ouais, tu sais, ben, mettons, nous, on le sait, mais monsieur, madame, tout le monde, ou une autoconstruction ou quelque chose comme ça, c'est le genre d'affaire que tu apprends sur le fait accompli. Là. Fait tout à fait. C'est plate, mais en même temps, ça se répare. C'est ça. C'est pas l'erreur la plus coûteuse. C'est sûr que quand on est dans un projet de réno ou qu'il y a beaucoup de choses qui s'accumulent aussi. Tu te dis, oh mon Dieu, on dirait que ça n'arrête pas des erreurs, mais c'est le genre de... Moi, j'ai pour dire que quand c'est des erreurs que tu pouvais pas savoir, tu sais, je me donne une petite tape dans le dos puis je me dis, tu sais, on pouvait pas le savoir. Ouais. C'est comme ça, c'est la vie. Mais tu sais, des choses que tu peux prévoir, c'est sûr que là, ça fait plus mal, puis c'est plate, là, mais... Exactement. Donc, on va bientôt tirer à sa fin. Peut-être qu'on pourrait répondre... Petits conseils qui nous restent? Oui, il nous reste quelques petits conseils et astuces qu'on n'a pas abordés encore. Fait qu'on pourrait peut-être s'enclencher un peu en rafale, 2-3, là, rapidement. Moi, je commencerai avec un qu'on se fait demander quand même souvent, puis qui est un peu, je vais vous avouer, la bête noire de beaucoup de filles au bureau. Ah oui. Comment... Déjà... Oui, c'est ça. Tu sais quoi? Attends, devine. Les luminaires. Ah oui, c'est ça. Donc, comment bien choisir / agencer ses luminaires? Parenthèse, cuisine, salle à manger, salon, choisir la bonne teinte, les tamiser, etc. Fait que, tu sais, tout le volet comme éclairage. Ouais. Je pense même que ça pourrait être un épisode en soi, en fait, peut-être dans une prochaine saison, parce que c'est quand même un monde à part, là. Les luminaires, c'est vraiment quelque chose parce qu'il y a énormément de styles, énormément de couleurs. Puis des fois, il y a des luminaires plus funky, puis c'est ce qui fait le look d'une pièce. Mais c'est difficile de se projeter, surtout pour les clients. Ouais. Puis il y a tellement de goût. Fait que, tu sais, des fois, on peut faire, une dizaine de propositions de luminaires pour une cuisine. Tu sais, puis le client a de la misère à vraiment choisir. Puis, mais finalement... Le 3/4 du temps, les clients verraient le luminaire installé dans une cuisine, puis ils seraient comme « Ah, c'est donc bien beau! » tu sais. Puis des fois, c'est des bijoux, les luminaires. Là. Vraiment. Ça change le look du tout au tout, mais c'est la bête noire. Là. Trouver le bon... Vraiment. Oui, puis on en a parlé avec Charlotte dans un des épisodes précédemment. C'est que les clients, souvent, ils vont s'arrêter sur des coups de cœur. Ouais. Mais les luminaires, c'est ça qui est un peu un enjeu, c'est que tu peux pas avoir des coups de cœur pour tous tes luminaires à la maison. Là. Il va en avoir un que c'est comme un coup de cœur parfait, puis on va essayer de s'agencer avec le reste parce que c'est comme un tout. Il faut comme le travailler dans un tout. Puis comment faire pour les agencer? Ben là, c'est comme difficile à dire parce que ça dépend des pièces, ça dépend... du style qu'on a. Bref, il y a quand même beaucoup d'éléments à considérer quand on va venir choisir un luminaire. Mais du moins, dans une aire ouverte, ben, c'est essayer de varier aussi le type de luminaire. Fait que est-ce qu'on a des encastrés? Est-ce qu'on a plus des luminaires qui vont être fixés au plafond? Des suspensions, des luminaires muraux? Fait que, d'essayer de varier un peu ces sources d'éclairage-là, je pense que ça fait toute la différence aussi dans un design. Et de ne pas avoir... on pense aux aires ouvertes qui sont comme vraiment toutes faites sur le long. Ben, d'avoir plein de luminaires suspendus, ça peut faire comme un peu intense. Là. Fait que des fois, de venir dire, OK, ben dans la salle à manger, au-dessus de la table, on va se mettre un gros luminaire. Ceux à l'îlot vont être plus minimalistes, exemple.
pour venir faire un certain agencement. Mais oui, je pense que si vous ressentez si vous avez beaucoup de questions, puis vous ressentez que le besoin d'avoir un épisode complet, je pense, sur l'éclairage, peut-être que ça pourrait être vraiment intéressant, puis on ne l'a pas vraiment abordé encore. Alors, vous nous laisserez savoir dans les commentaires là, si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Un peu dans la même veine, mais différent. C'est qu'il y en a un puis un autre, beaucoup de variétés. On nous demande comment bien choisir son papier peint et est-ce encore tendance? Est-ce que vous avez vu passer... T'as-tu vu passer l'annonce à la télé que... Je me rappelle pas c'est l'annonce de qui, puis la dame, c'est comme deux filles assises dans un salon, puis elle dit il nous reste encore une coupe de Renault à faire, puis là, l'autre a dit oui, d'ailleurs, votre papier peint, tu sais, ça, vous allez le changer. Tu sais, je vois pas qui est... Oui, puis elle dit on vient de l'installer. Je la trouve incroyable, cette annonce-là. Le marketing est bon. Oui. Mais oui, le papier peint, pour vrai... Vraiment, et de retour depuis déjà quelques temps. Je pense qu'il est jamais parti. Ben, il est parti dans les années où est-ce que le papier peint s'enlevait pas, mais tu sais, aujourd'hui, tu peux l'enlever puis le recoller comme 3-4 fois. Là. C'est ça, c'est pas un enjeu. C'est plus comme avant. Là. On n'a plus besoin d'être debout avec des guenilles, des séchoirs. C'est ça, c'était terrible, mais tu sais, aujourd'hui, ça s'installe super bien. Non, nous, on l'utilise quand même pas mal dans tous nos projets. Là. On aime ça au plafond, au mur, demi-mur. Bref, il est traité de vraiment plusieurs façons. On recommande. On recommande, très tendance. Puis comment bien le choisir? Mais ça, c'est un peu un coup de cœur aussi. C'est coup de cœur, premièrement. Et deuxièmement, en tout cas, nous, les compagnies avec qui on fait affaire pour les papiers peints fournissent là, quand même des échantillons, des fois quasiment 12 par 12, là, un petit carré de papier peint. Donc, encore un peu comme la peinture, des superposés au mur, puis regarder, prendre un pas de recul, puis regarder comment on se sent par rapport à ça. Ça l'aide beaucoup parce qu'un papier peint, c'est quand même assez... Il y en a des plus statement que d'autres. Il y en a des plus subtils. Mais en y allant avec des échantillons, ça peut être quand même intéressant. Fait que je pense qu'on va conclure là-dessus aujourd'hui parce que le temps file déjà. Mais bref, si vous avez d'autres questions et tout ça, je pense que pour chacune des saisons, on pourrait se faire une espèce d'épisode Q&A où est-ce qu'on répond aux conseils et tout. Je crois que c'est quand même pertinent puis c'est le genre de choses que vous appréciez. Alors, merci de nous avoir écoutés. C'est super le fun, moi et Camille. Où est-ce que vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, TikTok, Aime ton intérieur. Allez nous suivre, commentez, interagissez. On aime beaucoup ça. On adore ça. Puis, si vous avez un projet puis vous aimeriez discuter avec nous, dans le fond, pour passer à travers le processus là, de soumission, c'est juste sur notre site web. Vous avez l'emplacement là, pour remplir un formulaire de soumission. Fait que vous remplissez la demande puis on va vous répondre pour avoir un petit appel avec nous. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci. Bye.